Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. C'est le livre enquête qui étrille le secteur de l'enseignement supérieur privé lucratif. Le Cube, publié aux éditions Flammarion. Son autrice, la journaliste Claire Marchal, sera l'invitée de cette première partie d'émission. Jusqu'au 6 avril ont lieu les journées européennes des métiers d'art, ou comment faire découvrir aux jeunes toute une frange d'artisanat et d'expertise. On en parlera en seconde partie. Dans sa chronique, Guillaume Burr vous racontera en quoi consiste le French bashing sur TikTok, une nouvelle tendance qui consiste donc à critiquer les Français. Mais tout de suite, place à l'actu avec Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Pour débuter, le gouvernement souhaite lutter contre la sédentarité des jeunes et surfer sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de l'été dernier avec l'instauration en septembre prochain des tests physiques pour les élèves de 6e. L'objectif de la ministre, c'est de soutenir le sport dans un premier temps, mais aussi de détecter les élèves qui ont des difficultés et ainsi mieux les accompagner. Le constat est le suivant, toujours selon la ministre, les élèves qui font tout simplement du sport et qui ont des bons résultats ont là aussi des bons résultats scolaires. 3 épreuves physiques seront donc menées par les profs de PS et testées dès la rentrée prochaine. Le test d'endurance, un test de force musculaire et un test de vitesse. Il y avait déjà eu une expérimentation. C'était en septembre dernier, toujours auprès des classes de 6e et auprès de 4000 élèves. Bilan justement qui a été tiré par le ministère. Les performances au test physique étaient corrélées justement avec les résultats des évaluations nationales en français et en mathématiques, toujours menées et passées par les élèves de 6e. Autre enseignement, il s'agit des performances des filles qui sont moins bonnes que celles des garçons, encore et malheureusement. Ces révélations à présent de Mediapart concernant la commission d'enquête sur les violences dans les établissements scolaires, et l'ex-patronne de l'inspection générale a dissimulé l'homophobie à Stanislas. Et elle est actuellement la numéro 2 au sein du ministère de l'Éducation. Caroline Pascal a donc affirmé à plusieurs reprises que son institution n'avait pas recueilli de témoignages sur l'homophobie à Stanislas. Et pourtant, le député Paul Vannier, en charge de cette commission, lui a opposé plusieurs documents inédits qui démontrent justement tout le contraire. Rappelons qu'en 2023, le groupe scolaire Stanislas était dans le viseur du ministère de l'Éducation à la suite de plusieurs enquêtes journalistiques qui avaient notamment dépeint un environnement sexiste, homophobe ou encore diverses atteintes à la laïcité. Et à l'époque, justement, de cette affaire, dans une émission de France Télévisions et de France 2, Caroline Pascal avait relativisé quant à la portée de ce rapport. Elle affirme ceci: dans l'ensemble de ces témoignages, nous n'avons extrait aucun élément caractérisé qui permettrait de dire que l'établissement avait un comportement homophobe, sexiste ou encore autoritaire. On rappelle que cette commission qui a été menée depuis l'affaire Betaram a pour objectif d'examiner et de contrôler tout simplement la surveillance qui a été faite notamment dans ces enseignements privés sous contrat. D'ailleurs, les conclusions de ces travaux sont attendues aux alentours du mois de juin. À Saint-Ouen, près de Paris, les parents sont invités à voter pour décider du déménagement ou non d'une école maternelle. Et pourquoi? Elle est située proche d'un point de deal. On en a parlé ici même. Ce vote est donc à l'origine de la municipalité. Si le oui l'emporte, tout simplement, ce déménagement pourrait se faire d'ici la fin du mois, donc au retour des vacances de printemps, à quelques centaines de mètres, alors dans les locaux relais de la petite enfance ou encore dans un autre établissement et un groupe scolaire. Invité de nos confrères de France 2, c'était ce matin, Elisabeth Borne, souhaite qu'après un éventuel déménagement provisoire, l'école puisse revenir dans les murs à la suite de travaux de sécurisation. Alors sur RMC, Grégory Joron, le secrétaire général du syndicat de police Unité, déplore une nouvelle fois le manque de moyens pour assurer la sécurité de ses enfants. Écoutez. Il y avait eu une tentative de mettre des CRS à la place des points de deal. C'est-à-dire que physiquement, il y avait des fonctionnaires de police qui passaient les 3/4 de la journée dans les halls d'immeubles. Alors on les voyait se déplacer, évidemment, ça avait un vrai impact. Ça n'a pas duré très longtemps. Si on doit occuper le terrain, c'est très coûteux en effectifs. On n'a pas assez d'effectifs. Et je le dis très sincèrement, sur le 93, sur 12 heures de vacation pour un fonctionnaire de police de terrain, c'est 10 heures de servitude. C'est-à-dire qu'il passe d'un point devant une école à une garde d'hôpital, à une surveillance de garde à vue, à une surveillance de lieu de culte. Et en fait, il y a quasiment plus de patrouilles, plus d'initiatives. Parce que malheureusement, à Saint-Ouen, c'est 30 fonctionnaires de police qui manquent. Sur le 93, c'est 200. À l'échelle nationale, c'est 5 ou 6 000.
Alors, en décembre dernier, on rappelle qu'une bonbonne de protoxyde d'azote avait été jetée dans une fenêtre de l'établissement et puis que des sachets de stupéfiants avaient été aussi retrouvés dans la cour de récréation. Verdict après la mort de Lisa, 11 mois, qui a ingéré une dose massive de Destop dans une crèche. 3 jours d'audience, 3 ans après les faits, les parents ont donc fait face à cet employé de cette micro-crèche qui est accusé d'avoir tué leur fille dont elle avait la garde. Exaspérée par les pleurs de l'enfant, Myriam J lui a fait donc avaler une dose massive de Destop. Le bébé est décédé quelques heures plus tard. Je souhaite m'excuser auprès des parents, auprès de la cour. J'ai commis un acte grave. Ce sont les mots qu'elle a prononcés hier lors de son audience. Je reconnais les faits, a-t-elle dit, mais il n'était pas volontaire. Je n'ai pas voulu lui donner la mort, a-t-elle poursuivi. Elle a enfin été sincère pour maître Jean Sagné, avocat de l'association Innocence en danger. Elle a avoué au moins qu'elle a enfoncé la bouteille dans la bouche et qu'elle a empêché l'enfant de se défendre. Elle a tenu fermement la tête et elle a maintenu cette tête pendant longtemps pour que le liquide s'écoule, pour qu'une de mes bouteilles au moins s'écoule. C'est-à-dire qu'il y a un acte de violence, il y a un acte de haine très important. Alors, présente à l'audience, la directrice de la crèche People and Baby reconnaît une erreur de recrutement. On rappelle qu'elle encourait notamment la réclusion à perpétuité. La deuxième phase de Parcoursup, celle de formulation des vœux post-bac, s'est clôturée hier soir à minuit. Avec au total 980 000 jeunes qui ont envoyé leur dossier de candidature sur la plateforme, le tout sans difficulté. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, au micro de France Inter. Tout s'est bien passé. Il y a eu de gros pics de connexion, de l'ordre de 100 000 connexions dans les dernières heures ou dernières minutes. Mais ça veut dire que les dossiers ont été peaufinés jusqu'à la dernière seconde. Par ailleurs, le ministre précise qu'il y a eu quelques dizaines de formations qui ont été retirées de cette plateforme accusée de dérive, d'abus de la part de ces établissements privés à but lucratif. On pense à des écoles d'art, de commerce ou de mode, aux contenus pédagogiques qui sont parfois non vérifiables ou encore aux tarifs exorbitants. À ce sujet, écoutez une nouvelle fois le ministre. Il existe des formations, effectivement, dans l'enseignement supérieur privé qui peuvent être discutables sur les contenus et qui, on a constaté des dérives. Ces formations, elles sont pas sur Parcoursup parce que sur Parcoursup, on a une charte et les formations privées qui sont sur Parcoursup, elles s'engagent au travers de cette charte et donc on ne constate pas ce type de dérive sur la plateforme. Les formations sont sur Parcoursup, vous êtes en confiance. C'était donc Philippe Baptiste au micro de France Inter, le ministre de l'Enseignement supérieur. Pour terminer, un mot de la future épreuve anticipée de mathématiques au bac. On en connaît enfin ses contours. Oui, elle doit être organisée l'année prochaine, printemps 2026, sur le même modèle que l'épreuve de français. Alors elle s'appelle ainsi Culture mathématique. Elle sera passée en classe de première, elle va durer 2 heures, elle aura un coefficient de 2 par rapport à l'épreuve anticipée de français à l'écrit et à l'oral. On est sur un coefficient de 10. Ces points seront pris en charge et pris sur l'épreuve notamment du grand oral passé donc en terminale. Elle sera passée par tous les élèves, il faut le savoir, de la première générale ou technologique, mais elle sera différente entre ceux qui auront suivi la spécialité mathématique et puis les autres. Alors cette nouvelle épreuve est une modification du nouveau bac qui avait été mise en place par Jean-Michel Blanquer à l'époque en 2019. À présent, il faut toutefois que l'actuelle ministre, Elisabeth Borne, puisse publier ses projets de décret et ses arrêtés. Des textes qui avaient toutefois été rejetés mardi par les partenaires sociaux ou encore les associations de parents d'élèves. Merci beaucoup Guillaume. Le Cube, c'est le livre enquête de la journaliste Claire Marchal qui dénonce les dérives de l'enseignement supérieur privé lucratif. Un ouvrage dont les conséquences se font déjà ressentir puisque le ministère a annoncé en mars dernier une vaste enquête de l'enseignement supérieur privé. On en parle tout de suite avec elle. Ce soir, dans le Grand JT, on vous propose une enquête choc, une enquête exclusive sur l'enseignement supérieur privé, l'enseignement à but lucratif, un secteur en pleine expansion, mais aussi en pleine dérive. Et on va le voir tout de suite avec Claire Marchal. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste d'investigation et auteur de ce livre, Le Cube, révélation sur les dérives de l'enseignement supérieur privé, publié chez Flammarion. Une enquête qui révèle une industrialisation, c'est ce qu'on peut lire en tout cas et percevoir
à travers toutes les lignes de ce livre, une industrialisation de l'enseignement supérieur privé avec des méthodes dignes des multinationales. Vous expliquez notamment que Galileo Global Education, puisque c'est le secteur, enfin la société, le groupe dans son ensemble sur lequel vous êtes concentré, applique une stratégie de croissance effrénée, sans cesse, à tout prix même, et un chapitre qui porte ce nom-là, avec un chiffre d'affaires dépassant le milliard d'euros et des acquisitions en cascade. Est-ce qu'on peut parler encore d'éducation ou faut-il carrément parler de business de la connaissance ? Alors moi, le terme de business de la connaissance, c'est pas un terme que j'utilise, mais par contre, il est vrai qu'on observe une croissance de la part des effectifs étudiants inscrits dans les écoles d'enseignement supérieur privé et notamment dans les groupes, les multinationales d'enseignement supérieur lucratif. Et c'est ce sur quoi je me suis penchée pendant ces 2 ans d'investigation, c'est comprendre quels sont ces groupes, comment ils font autant de croissance et puis pourquoi aussi les étudiants s'y inscrivent de plus en plus nombreux. Et oui, effectivement, c'est ce qui est intéressant de rechercher. 200 000 étudiants à peu près, c'est ça, dans 15 pays du monde. On va quand même dire quelles sont les grandes écoles qu'on connaît, qui font partie du groupe quand même, parce qu'il y a le M Lyon, il y a Penningen, les cours Florent, l'atelier de Sèvres et plein d'autres évidemment. Le titre du livre, bien sûr, on en parle puisque quand même il fait référence, le Cube, référence à un outil, c'est ça, qui permet de recenser tous les bénéfices du groupe. En fait, très rapidement, quand j'ai commencé mon enquête, j'ai recueilli un certain nombre de témoignages et un certain nombre de documents internes et confidentiels à Galileo Global Education, l'entreprise leader du secteur en France, en Europe, si ce n'est dans le monde. Et dans ces documents que j'ai recueillis, il y a notamment des enregistrements des directeurs d'écoles qui se réunissent toutes les semaines pour parler et échanger sur la croissance de chacune de leurs écoles et donc de la croissance du groupe finalement. Et en écoutant ces enregistrements, j'entends ce mot-clé, le Cube, très régulièrement. Et en fait, le Cube, je comprends, et mes sources, notamment les directeurs, me l'expliqueront, c'est que c'est un logiciel de pilotage donc, qui étudie, qui analyse la performance du groupe en temps réel. Donc le Cube, ça agglomère notamment les données d'effectifs étudiants, donc combien d'étudiants s'inscrivent en temps réel dans chaque établissement. Dans chaque établissement, oui. Et donc si on fait de la croissance, les petites données s'affichent en vert, le Cube est vert, et si à l'inverse, il n'y a pas assez d'étudiants qui s'inscrivent, ça s'affiche en rouge, et c'est pas une bonne nouvelle. Et en fait, je comprends que finalement, le Cube est une sorte de boussole qui va guider justement les politiques internes menées par le groupe, d'optimisation notamment des frais pédagogiques dans un but de donc faire de la croissance. Voilà, parlons des frais justement pédagogiques et cette optimisation dont vous parlez, portée d'ailleurs par des prospects, donc des commerciaux clairement, et c'est ce que vous racontez aussi dans votre livre. Vous décrivez une hausse exceptionnelle des frais de scolarité, souvent entre 6 500 et 10 000 euros par an, c'est ça, dans un contexte où l'inflation pèse déjà pas mal évidemment sur les familles qui sont souvent celles qui payent les études de leurs enfants. Ces écoles privées, est-ce qu'elles jouent sur la précarisation justement de ces familles et de ces futurs étudiants? Ces écoles, donc les formations coûtent entre 6 500 et 10 000 euros l'année, et on remarque que les effectifs étudiants ne sont pas forcément des personnes très favorisées. En fait, les écoles, elles ont plusieurs argumentaires. Le premier, c'est d'aller récupérer les étudiants qui ont trop peur de Parcoursup et qui ont peur de ne pas avoir d'orientation à la fin de l'année. Donc, elles vont leur dire, venez chez nous, c'est peut-être un peu cher, mais vous allez pouvoir sécuriser votre place. Et ça, c'est très important pour des étudiants, des futurs étudiants qui n'ont qu'une peur, c'est de se retrouver sans rien à la rentrée de septembre. Oui, ils jouent sur la peur des étudiants, en fait. Ils jouent sur la peur, effectivement, vous le dites, de Parcoursup qui pourrait effectivement proposer une formation qui ne correspondrait pas du tout à leur profil, c'est ça, et d'une, la géographie, et puis évidemment, sur le côté, on vous assure un diplôme. Mais tout se joue justement sur ce diplôme. Est-ce que c'est un diplôme d'État? Ce sont des diplômes, des certifications RNCP, ce sont donc des certificats qui relèvent du ministère du Travail, à la différence de la licence ou le master, ou comme ce qu'on peut voir dans l'enseignement supérieur. Donc ce ne sont pas des diplômes de l'enseignement supérieur, ce sont donc des certificats du ministère du Travail, et c'est important puisque avoir un certificat du ministère du Travail ne permet pas forcément de faire une poursuite d'études à l'université. Et ça, beaucoup d'étudiants l'ignorent. Oui, et ils se retrouvent, et c'est ce que vous racontez aussi dans les témoignages que vous avez reçus, cette idée que certains étudiants pensaient pouvoir continuer avec un master ailleurs ou autre, et ils se retrouvent avec une non-équivalence possible.
C'est-à-dire que les passerelles sont pas si faciles que ça, effectivement. Donc quand sur les salons étudiants ou au téléphone, des commerciaux ou des recruteurs disent à des étudiants on a des diplômes reconnus par l'État, en fait c'est pas vraiment des diplômes, c'est des certificats. En fait, c'est compliqué à comprendre. C'est compliqué à comprendre. Et c'est pour ça que ce livre et d'autres enquêtes qui sont déjà sorties sur le sujet ont vocation à donner plus de transparence et plus de connaissances à des étudiants et à des familles qui peuvent être un petit peu perdus quand même dans toutes ces jungles d'écoles qui sont de plus en plus nombreuses. Ces écoles dont vous parlez, que vous fléchez très indiquement, elles représentent à peu près combien en pourcentage du nombre d'écoles privées, ces écoles à but lucratif? Alors ça, moi, je pourrais pas exactement le dire, parce qu'on voit qu'il y en a beaucoup, il y a des petites écoles, des grosses écoles, donc je connais pas les données statistiques. Par contre, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a, donc on sait qu'il y a 26% des étudiants qui sont inscrits à peu près dans le privé, et que quasiment la moitié de ces effectifs-là sont dans le privé dit lucratif. Privé dit lucratif, c'est aussi vendre l'idée que le prix fait la qualité? En général, pour les étudiants et pour leurs familles, ça peut être une idée préconçue, effectivement, parce que ça va coûter cher. Alors ce sera de très forte qualité. Moi, ce que j'ai pu remarquer au fil de cette enquête, encore une fois, et de très nombreux témoignages et de beaucoup de documents que j'ai recueillis, c'est que pour faire de la croissance, pour faire de la rentabilité, pourquoi pas, quand c'est une entreprise privée, je remets pas ça en question. Le problème, c'est que le groupe va opérer des gels dans les recrutements, va diminuer le nombre d'heures de cours, précariser en tout cas, faire des contrats différents à des jeunes professeurs moins formés, donc avec des contrats qui ne sont pas comme des CDI de professeurs qui sont habitués à de la pédagogie. Là, on est sur des jeunes professeurs qui n'ont des fois jamais donné de cours. Et puis, on va augmenter le nombre d'élèves par classe. Donc, au final, les conditions d'enseignement dans ces écoles, elles vont être peu à peu altérées par ces optimisations des frais pédagogiques. Et ce qui fait que, pour les étudiants qui me racontent un peu comment ça s'est passé pour eux, dans ces écoles-là, la réalité est bien différente du rêve qu'on a pu leur promettre sur les salons étudiants, par exemple. Et ils s'en trouvent déçus. Jusqu'à favoriser des cours en distanciel, est-ce que vous racontez aussi? Et on remarque depuis quelques années que les cours en distanciel sont de plus en plus communs. Ils ont explosé après la pandémie et pendant le confinement, bien entendu. On remarque que c'est une bonne manière pour les écoles d'optimiser les frais une nouvelle fois, puisque on peut recruter toujours plus d'effectifs étudiants, mais comme les locaux ne sont pas forcément des écoles, ne sont pas forcément en capacité d'accueillir tout ce monde-là, eh bien on va augmenter aussi les cours à distance, comme ça on peut démultiplier finalement le nombre de classes. Et aussi, j'ai remarqué, j'ai étudié assez longuement des nouvelles filiales, des nouvelles entreprises, de centres de formation qui ouvrent uniquement dédiés aux cours en distanciel. Je pense à Studi notamment, qui est l'une des écoles du groupe. Là, on a des cours 100% à distance et qui vont aller recruter des étudiants ou des apprenants, comme ils disent, plutôt sur le marché de la reconversion professionnelle, donc des personnes qui ne sont pas forcément en sortie de bac, qui peuvent avoir 30, 40 ans et qui vont utiliser leur CPF pour pouvoir faire des formations 100% à distance. Pourquoi pas, encore une fois, mais ce qui pose question, c'est quand il s'agit par exemple de formations dans le domaine de la santé, où on ne va pas forcément être sur le terrain, il n'y a pas forcément de stage, dans certains, par exemple, dans certaines formations dans le digital, par exemple, on ne va pas aller sur le terrain, on va pas... En gros, à la fin, ces étudiants, ils se sentent un peu démunis. Un étudiant raconte même, d'ailleurs, puisque vous parlez de la santé, que lorsqu'elle a vécu un cours à distance, elle s'est retrouvée avec une radio, ou je ne sais plus, effectivement, des organes humains, et en fait, l'organe n'était pas placé au bon endroit. Oui, c'est un étudiant, effectivement, en formation qui me raconte ça. Et ça, sur les cours à distance, d'une manière générale, beaucoup d'étudiants m'ont témoigné d'avoir vu des erreurs pour une raison simple, c'est qu'ils sont produits de manière très rapide et puis ils sont mis en ligne et il est compliqué pour les personnes qui travaillent dans cette école-là, chez Studi, de mettre à jour tout le temps, de mettre à jour toute cette quantité astronomique de cours finalement. Oui, parce que j'allais dire mettre à jour un organe, a priori il est toujours placé au bon endroit. L'enquête en question, c'est intéressant le fil que vous tiriez sur le profil effectivement d'étudiants qui est happé par ce type d'école. Effectivement, on parle souvent de classe moyenne, d'étudiants qui n'ont pas forcément suffisamment confiance en eux, ou en tout cas qui doutent de leur potentiel. Ce sont des étudiants aussi qui se disent si j'ai pas les moyens, c'est pas grave, parce que ces fameux prospects commerciaux leur proposent de s'endetter finalement pour pouvoir payer leurs études. Il y a un certain nombre d'établissements qui ont des partenariats avec des banques pour faire des prêts pour pouvoir payer leurs études, enfin pour que les étudiants puissent payer leurs études. Un certain nombre d'étudiants effectivement s'endettent, font de plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros pour pouvoir
faire les études de leur rêve, en se disant quand même une chose, c'est qu'à l'issue de leur formation, ce sera facile pour eux de rembourser leur prêt car ils trouveront un emploi, car les taux d'insertion de cette formation sont indiqués comme étant très très bons. Et c'est toute la question en fait, parce qu'effectivement, un prêt étudiant, ça existe depuis toujours, mais la question du diplôme qui n'est pas un diplôme d'État et donc pas forcément reconnu, et aussi la question de l'employabilité se pose. Et là, en l'occurrence, effectivement, les promesses ne sont pas forcément tenues. Moi, j'ai échangé avec notamment une étudiante de l'école Bellecour qui est à Lyon, qui est une école d'art. Jeux vidéo aussi beaucoup, non? De jeux vidéo. Il y a aussi de la mode, voilà, du design, de l'animation. Et donc, cette étudiante me dit qu'elle s'est endettée de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour pouvoir faire cette formation en game design qu'elle voulait faire absolument. Et puis les taux d'insertion qui avaient été proposés étaient de l'ordre de 80%. C'était très élevé. En réalité, elle n'a pas trouvé d'emploi comme beaucoup d'autres de ses camarades à l'issue de sa formation. Pour les raisons évoquées plus tôt, ils sont trop nombreux. Il n'y a pas assez de place sur le marché de l'emploi à Lyon pour recruter tous ces étudiants qui sont de plus en plus nombreux dans les écoles de ce type-là, par exemple en jeux vidéo. Et puis parce que la formation n'était pas non plus à la hauteur des attentes du milieu professionnel. Cette étudiante et ses camarades me disaient on est moyen en tout mais bon en rien. Voilà, et c'est un peu symbolique, c'est dur pour eux de le dire parce que ça c'est une forme pour eux d'énorme échec. Et elle notamment, voilà, elle n'a pas trouvé d'emploi et aujourd'hui elle doit rembourser son prêt étudiant. Les chiffres sont clairement gonflés selon vous ? J'ai observé en tout cas dans cet établissement que sur une année il y avait eu des chiffres qui n'étaient pas exactement ceux qui avaient été affichés par la plaquette de communication. En fait, moi ce que me racontent les salariés du groupe qui travaillent, c'est que la pression qui est mise sur leurs épaules pour avoir des bons taux de réussite parfois peut les amener, eux, sans avoir, encore une fois, c'est pas une demande formelle de leur hiérarchie, mais la pression qui repose sur leurs épaules peut les amener parfois à avoir des pratiques qui posent question. Et notamment à l'oral, donner des pourcentages un peu plus élevés que la réalité, etc., pour pouvoir recruter. Et ça, c'est lié voilà, à la pression qu'eux ressentent au quotidien de réussir, de faire de la croissance, d'avoir des bons taux de satisfaction, de recruter des étudiants, etc. L'enquête aussi montre qu'il y a des pratiques assez contestables concernant les examens en question. Et vous avez interviewé un ancien directeur d'école. Les élèves les plus, dit-il, les élèves les plus mauvais ne sont pas présentés à la certification. On ne leur donne que le diplôme d'école, un document en carton qui ne veut rien dire. Comme ça, on n'a pas de vrai taux d'échec. Ça revient à ce que je disais un peu plus tôt. Ce ne sont pas des demandes formelles de la hiérarchie que de faire ça. Chaque école a le certificat RNCP. Enfin, les formations peuvent avoir des certifications RNCP. Certaines n'en ont pas ou n'en ont plus parce qu'ils les ont perdues pour différentes raisons. Ou voilà, les formations n'en ont pas. Et dans ces cas-là, il y a des diplômes écoles qui sont des certificats effectivement qui n'ont pas de valeur spécifique sur le marché du travail aux yeux de l'État ou des ministères. Parce qu'il faut avoir des bons taux de réussite. Ça peut arriver que certains salariés, certains cadres, certains directeurs fassent ce genre de choses. Mais ce n'est pas des demandes formelles, c'est parce que, encore une fois, ils ressentent énormément de pression. Mais n'est-ce pas ça, là, finalement, la continuité des dérives, parfois, de l'enseignement privé, sous contrat, et là, je parle plutôt du collège, voire même du lycée, où souvent, les élèves les moins bons se font virer ou jeter, on appelle ça comme on veut, dès la seconde de la première, pour maintenir des très bons taux de réussite. Par exemple, moi je peux parler de l'école Bellecour à Lyon. Oui. Une personne avec qui j'ai échangé là-bas me disait que globalement il fallait recruter tout le monde à l'entrée de la première année et qu'on leur disait de pas les renvoyer à la fin de la première année si ces étudiants-là n'étaient pas bons. Pourquoi ? Parce qu'il faut maintenir des frais de scolarité, il faut maintenir finalement l'argent, l'étudiant il va payer toutes ces années d'études. Donc si l'étudiant n'est pas suffisamment bon, on ne va pas forcément lui dire, quitte à lui faire faire ses 3 ans d'études, ses 4 ans, ses 5 ans, quitte à ce que cet étudiant-là paye plusieurs dizaines de milliers d'euros, parce que la quête de profit a besoin de ces dizaines de milliers d'euros. Donc plusieurs personnes, donc là je parle de Bellecour, mais on m'a aussi raconté ça pour les écoles LISA, qui ont une école d'art qui a des antennes un peu partout en France, que les étudiants n'ont pas le niveau, mais qu'on ne leur dit pas. Et jusqu'à leur donner le fameux diplôme en question ou pas ?
Eh bien, effectivement, un certain nombre obtiennent effectivement des certifications à la fin. Je pense notamment à une intervenante d'une école LISA qui me disait qu'elle était assez démunie parce qu'elle se rend bien compte que les étudiants ne sont pas tous au niveau et qu'un certain nombre n'arrivera pas à s'insérer dans l'emploi plus tard parce qu'ils seront en concurrence avec des personnes qui ont plus de compétences ou qui ont plus de savoir, qui ont appris plus de choses, etc. Mais comme on ne leur dit pas à ces étudiants-là pour qu'ils restent dans les établissements, eh bien, pour certains, voilà, moi j'ai des sources qui me disent, j'ai l'impression qu'on les envoie dans le mur, quoi. Ça ne veut pas dire que tous, effectivement, vont échouer, bien entendu, il ne s'agit pas de dire ça. Mais c'est vrai que cette quête de croissance d'effectifs, finalement, amène à ces dérives-là. Du coup, si ça se sait surtout, alors notamment avec la publication de ce livre, mais aussi avec ces témoignages soutenus, forcément, l'employabilité dont vous parlez va jouer. Parce que est-ce que les entreprises derrière vont vouloir aussi engager des étudiants qui ne sont peut-être pas au niveau ? Ça, c'est toute la question. Les étudiants avec lesquels je me suis entretenue, pour beaucoup, ils avaient quand même très peur de me parler, justement parce que ces établissements-là, leur diplôme, c'est leur carte de visite pour toute leur vie professionnelle future. Et puis ce diplôme-là, c'est aussi leur réseau professionnel au quotidien, c'est-à-dire que leurs camarades de classe, les professeurs dans l'école, ça sera leur réseau pour plus tard. Donc pour beaucoup, parler et affirmer que ça va pas du tout dans leur formation, qu'ils sont très mécontents et que c'est pas à la hauteur, qu'ils se sentent un peu piégés pour certains, c'est des choses que j'ai entendues, ils ont du mal à le dire parce qu'ils ont peur ensuite de se dévaluer sur le marché du travail. Et puis certains me disent que c'est aussi ce qu'on leur dit dans les écoles, c'est-à-dire que leurs professeurs ou les cadres des administrations peuvent parfois dire aux étudiants, attention, si vous mettez des mauvais commentaires, c'est votre avenir que vous allez entraver finalement. Donc ils ont peur de parler. Et en même temps, moi j'observe depuis la parution du livre là qu'il y a énormément de prises de parole d'étudiants sur les réseaux. Il y a des comptes qui ont été créés, je pense à un compte Balance ton école d'anime qui cumule déjà peut-être plus de 4000 followers en quelques semaines. C'est très important, avec des appels à témoignages. Et les étudiants parlent enfin. Parce que je pense qu'en fait, ils se rendent bien compte que finalement, il faut parler pour libérer cette parole-là, pour que les choses s'améliorent dans le temps et durablement, dans l'ensemble des établissements et des écoles, là, au-delà de Galiléo Global Éducation, puisque les témoignages en question sur ces comptes-là dépassent bien entendu le cadre de cette seule entreprise. Alors justement, cette parole libérée, la publication évidemment de votre livre, dont je rappelle le titre, Le Cube, paru aux éditions Flammarion, forcément a fait du bruit, voilà, et les ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur se sont donc saisis du sujet assez vite d'ailleurs, puisqu'ils ont annoncé donc l'ouverture d'une inspection interministérielle avec le ministère du Travail. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Plus de contrôle ? L'objectif des inspections interministérielles, là, ce qu'ils ont annoncé, moi j'en sais pas beaucoup plus que vous, c'est de travailler pour une meilleure transparence, déjà de mieux connaître finalement ces secteurs-là. Donc on verra bien. J'observe en tout cas depuis la parution du livre qu'il y a, en tout cas cet ouvrage-là et les prises de parole montrent qu'il y a un écho, une résonance politique et médiatique autour du sujet. Voilà, il y a plusieurs partis politiques, représentants politiques qui s'en emparent, qui veulent faire plus de transparence, travailler sur les enjeux de droit à la consommation pour les étudiants, mobiliser l'ensemble des acteurs du secteur et c'est une bonne chose finalement parce que ça montre que de manière assez globale, il y a une envie commune de changement. On parlait de transparence, je parlais de contrôle. Un des directeurs, ou je ne sais pas si c'est un directeur d'ailleurs, en tout cas Galiléo, dit-on, s'est défendu à la sortie de votre ouvrage, s'est défendu en disant « Nous avons des centaines de contrôles chaque année, les grands groupes comme les nôtres sont très rigoureusement contrôlés, nous sommes certifiés Calliope ». Ça apporte quoi comme certitude et comme surtout est-ce que c'est rassurant ? Il y a des contrôles. France Compétences, l'institution en charge donc en gros de réguler et contrôler toutes les formations qui ont des certifications RNCP et qui bénéficient de l'argent de l'apprentissage, pour faire très très court, mène effectivement des contrôles. Moi, ce que j'interroge, c'est la capacité de cette institution, les moyens à disposition de cette institution pour faire suffisamment de contrôles, puisque au terme de ces 2 ans d'investigation et des nombreux éléments que j'ai pu recueillir, il est quand même il apparaît certaines dérives, certains problèmes liés au portage de titres RNCP, donc à des formations qui partagent le même titre RNCP, quitte à ce que ça dilue finalement les taux d'insertion, etc. Voilà, on voit qu'il y a des enjeux et donc c'est pour ça que j'interroge la capacité des pouvoirs publics à mener suffisamment de contrôle. Certains politiques pensent que l'essor du privé justement est une conséquence directe du sous-financement forcément du public
public des universités. Est-ce que l'État porte une responsabilité dans cela ? On observe depuis quand même une vingtaine d'années une détérioration des financements de l'enseignement public, des universités publiques. Moi, je me suis rendue notamment à Perpignan, où il se trouve qu'il y a une petite université de périphérie qui est en faillite financière avec des grandes difficultés. Et les chercheurs me disent qu'ils voient bien que de toute façon, la réputation de l'université n'est plus très bonne. Il suffit de se rendre sur des salons étudiants. Moi, je me suis rendue sur ces salons-là pour voir que dans les discours de communication qui sont faits par les écoles privées, il est notamment commun de dire nous, on n'est pas à la fac, nos campus, ils sont super, les amphis, ils sont pas surchargés, on n'est pas lâchés dans la nature, etc. On est accompagné, on va vers la vie professionnelle. Donc en fait, la mauvaise réputation, entre guillemets, de l'université publique permet à l'enseignement supérieur privé de recruter des étudiants très inquiets de leur avenir et ils ont raison de s'inquiéter puisqu'il s'agit de leur vie professionnelle future et personnelle. Donc bien sûr que si on leur donne plein de discours de communication assez vernis, ça peut les attirer. Il se trouve que alors que l'université publique est effectivement en grande détresse financière liée à différents projets politiques qui ont été portés ces 20 dernières années et qu'il y a des amphithéâtres surchargés et qu'il y a une précarité des professeurs à l'université publique, j'observe que dans l'enseignement supérieur privé, les classes sont malgré tout dans certains établissements surchargés d'élèves, que les professeurs me témoignent avoir des contrats parfois très précaires et que les conditions d'enseignement ne sont pas forcément toujours si bonnes que ça. C'est toute la question du financement, pardon de vous couper, mais c'est vrai que faut-il ouvrir du coup les budgets de financement des universités publiques à des fonds tels effectivement Galileo, Global Education, tels des fonds d'investissement privés qui donc chercheraient la rentabilité. En tout cas, il y a depuis pas mal d'années, depuis 2018, les multinationales de l'enseignement supérieur privé bénéficient d'argent d'État déjà grâce à la réforme de l'apprentissage qui a débloqué les vannes financières publiques pour que justement on puisse démultiplier le nombre de contrats d'apprentissage en France. Donc des entreprises comme Galileo Global Education touchent et bénéficient de millions d'euros d'argent public. 130 millions. C'est l'inverse. Est-ce qu'on doit faire venir les fonds justement d'investissement vers le public qui justement nécessite, qui demande justement davantage d'argent? Alors ça, il faut en demander leur avis à des personnes qui travaillent dans le public. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Claire Marchal. Je rappelle que vous êtes journaliste, autrice de Le Cube, révélation sur les dérives de l'enseignement supérieur privé aux éditions Flammarion. Merci d'avoir été avec nous sur le Grand JT. Merci beaucoup. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Anne-Sophie de Royan-Chavannes. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de l'Institut pour les savoir-faire français. Alors on va parler des GEMA, les Journées européennes des métiers d'art, qui ont déjà démarré, qui finissent le 6 avril. L'Institut pour les savoir-faire français souhaite promouvoir, et tant mieux, les savoir-faire d'excellence. Il met ça à l'honneur donc chaque année une région française. Cette année, c'est la région Normandie qui est très engagée en faveur du développement et de la valorisation des savoir-faire français, savoir-faire d'excellence. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme peut-être artisanat précis en région Normandie? La verrerie, la céramique? La verrerie, la céramique, aussi on a des fabricants de tissus, de cuir. Ouais. On va retrouver aussi, un peu comme partout, des tapissiers, des luthiers, des bijoutiers, des joailliers. Oui, c'est donc une façon de mettre effectivement cette région en avant, très engagée aussi, j'imagine, avec la création d'une filière spécifique pour ces métiers d'art. Tout à fait, la région Normandie fait partie des régions qui s'engagent vraiment dans la valorisation des métiers d'art, mais à la fois comme un patrimoine culturel, mais aussi comme une source économique pour la région. Donc oui, c'est une région qui est organisée avec beaucoup de réseaux pour accompagner ces métiers d'art, à la fois à la région et puis des associations au niveau local.
Alors au niveau local, plein de choses se passent effectivement en Normandie et dans d'autres régions. Cette année, pour cette 19e édition, c'est la Normandie. Dans le cadre de ces journées européennes des métiers d'art, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Des ateliers, j'imagine? Alors effectivement, on a plus de 3000 événements partout en France, dans 1000 lieux. Donc on retrouve à la fois des ateliers, des manufactures, des établissements de formation, mais aussi des musées ou des monuments historiques qui vont ouvrir leurs portes et qui permettent au grand public de découvrir ces métiers d'art et peut-être un jour d'en faire soit une passion, soit une profession. Une façon de rencontrer les professionnels avec qui on peut discuter aussi de cela? Alors oui, c'est vraiment les professionnels qui sont présents, qui montrent leur savoir-faire, qui échangent en fait avec le grand public. Et c'est vraiment un temps d'échange et de rencontre absolument fabuleux. Et c'est eux qui transmettent le mieux leur passion. Donc c'est eux qu'on retrouve dans tous ces événements. Très important parce qu'effectivement, quand on a dans les mains, je ne sais pas, on parlait de verrerie ou de céramique, un très bel objet, ou alors une très belle veste en cuir, on ne se rend pas compte à quel point il y a eu beaucoup de travail avant et surtout la formation qui a été suivie. Et c'est vrai que ça ne nous a pas échappé, nous sommes sur School TV. Peut-être les formations pro sont toujours un peu dénigrées, on a l'impression que ce n'est pas toujours une filière d'excellence. Or, au contraire, on met en avant l'artisanat français. Effectivement, il faut comprendre qu'on arrive aujourd'hui, après 40 ans où les métiers manuels n'ont pas été valorisés ni à l'école. Ils ont aussi disparu de la pratique domestique, puisque nos grands-mères apprenaient rien qu'à coudre. Aujourd'hui, c'est plus des choses qu'on apprend même chez soi. Donc le métier manuel a peu à peu disparu en fait du scope des Français. Et donc ces formations ne sont pas valorisées, puisque ça a été un peu les filières poubelles pendant des années. Or, c'est un secteur qui recrute, c'est un secteur qui emploie, c'est un secteur qui est porteur de sens. C'est aussi c'est un porteur de sens parce qu'à la fois on fabrique du beau, on travaille de la belle matière, mais aussi on peut voyager dans le monde entier pour présenter ses créations, puisque vous le disiez, les savoir-faire français sont reconnus à l'international. Donc c'est des formations qui ont vraiment des débouchés et qui méritent d'être mis en avant à la fois par les conseillers d'orientation, mais aussi par des organismes comme le nôtre à travers les GEMA. Alors, à travers l'institut que vous dirigez justement pour les savoir-faire, quelles sont les priorités que vous mettez en œuvre pour soutenir justement ces métiers d'art ? Alors, c'est un travail de longue haleine. Ouais, c'est un travail de longue haleine. Ce qui est important pour nous à l'Institut, c'est vraiment de bien connaître ce secteur. On a publié en novembre dernier une étude sur le poids économique des métiers d'art et des savoir-faire d'exception en France. On n'avait pas de chiffres, donc c'était important de savoir quel était ce poids. Donc, ça pèse comme l'industrie pharmaceutique en France, 68 milliards de chiffre d'affaires. Ah oui, quand même. Donc, quand je vous dis que c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur d'avenir. Et donc, ça, c'est très important. Éclairer vraiment les porteurs de projets et les pouvoirs publics pour prendre des décisions pour accompagner l'évolution de cet écosystème. Avec un taux d'employabilité justement pour les jeunes qui doit être très fort, très élevé. Alors oui, on est à 38% de jeunes de moins de 35 ans dans ces entreprises-là, sachant que la moyenne nationale est plutôt autour de 32%, donc ça attire les jeunes. Donc c'est un très bon indicateur, très positif sur ces métiers. Des soutiens qui sont à la fois financiers grâce à l'Institut, et des soutiens aussi humains. Comment vous les accompagnez au quotidien ? Alors, nous, on va créer des outils qui vont leur permettre à la fois de comprendre cet écosystème-là, mais aussi de se développer. Par exemple, pour les jeunes, on a en ligne tout le catalogue de formation continue et initiale, qui est 80% de notre trafic sur notre site Internet, pour comprendre quels sont ces métiers et quelles sont les formations qui existent aujourd'hui en France. Et pour les professionnels qui s'installent, on va avoir des prix, on va avoir des outils comme des annuaires, des petites annonces, des plateformes pour les aider à trouver des financements. Nous, on va vraiment créer ces outils et permettre l'émergence de projets collectifs pour améliorer leur quotidien et assurer la pérennité de ces métiers. Les soutiens en particulier, ceux qui tendent à disparaître peut-être ? Oui, effectivement, les savoir-faire rares, c'est un vrai sujet puisque on ne sait pas aujourd'hui combien sont détenteurs en fait, d'un savoir-faire rare. Donc on a lancé un projet qui s'appelle Perdurare qui a pour volonté de recenser les savoir-faire rares, mais aussi leurs détenteurs. Et dans un deuxième temps, ce sera donné aussi à voir ces métiers, puisqu'on a aussi un gros enjeu de transmission d'entreprise, et du coup de savoir-faire, puisqu'on arrive avec une génération, comme tous les 25 ans, une génération qui va partir à la retraite. Donc il y a des opportunités, et sur certains métiers
métiers rares, il faut absolument qu'on trouve les personnes qui vont pouvoir récupérer les entreprises, mais aussi assurer ce fil de transmission qui existe parfois sur certains métiers depuis la nuit des temps. Des métiers qui sont reconnus à leur juste valeur, ou il y a encore un travail à faire sur la communication ? Il y a encore un travail à faire. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on me disait « Mais pourquoi tu t'intéresses à ces sujets-là ? L'artisanat d'art est mort en France. » C'était des écomusées qui sont par ailleurs des très très beaux lieux pour apprendre ces métiers-là, ou des musées des arts et traditions populaires. Et en fait, aujourd'hui, on sent que c'est des métiers qui ont quand même le vent en poupe. L'exemple de la reconstruction de Notre-Dame est un exemple parfait qui montre vraiment à quel point ces entreprises-là sont au cœur de la restauration du patrimoine bâti, mais on a 281 métiers aujourd'hui en France qui sont exercés par des chefs d'entreprise, même unipersonnels, et qui en font une pratique professionnelle et pas une pratique amateur. Oui, alors justement, et vous parliez de Notre-Dame, et j'y pensais pendant qu'on discutait. C'est vrai que ces métiers, on voit le focus sur le moment, mais pas forcément sur la longueur, sur la longévité. Or, vous l'avez dit, en employabilité, c'est assez fort, et puis même en exportation à l'étranger. Quels sont justement ces métiers d'art qui sont réclamés, si je puis dire, en dehors de nos frontières ? Alors, on le sait, la haute couture française est connue dans le monde entier, la joaillerie française est connue dans le monde entier, mais on a aussi beaucoup d'artisans de l'ameublement, de la décoration, qui travaillent sur des chantiers dans le monde entier par le biais de prescripteurs que peuvent être les architectes d'intérieur ou les designers. Et on va aussi avoir tout un pan en fait, d'entreprises qui sont soit des TPE, soit des entreprises plus grosses qui sont sous-traitants du luxe et qui du coup aussi ont leur propre marque et peuvent aussi exporter à l'international. Alors, ces fameuses GEMA, les Journées européennes des métiers d'art, du 31 mars au 6 avril, quels sont les points où il faut absolument aller ? Puisqu'on m'avait dit qu'il y a combien de lieux, c'est ça ? Il y a plus de 1000 lieux en France. Incroyable, 1000 lieux en France, mais la région Normandie qui est à l'honneur. Et la région Normandie qui est à l'honneur. Cette année, effectivement, on met à l'honneur chaque année une région. C'est aussi les 1000 ans de la Normandie. Donc, c'est une histoire de transmission, une histoire de patrimoine. Donc, en allant sur le site des GEMA, vous découvrirez à côté de chez vous un certain nombre d'événements. Il faut pousser la porte, vous pouvez rencontrer un luthier, vous pouvez... à Paris, il y a aussi énormément d'événements qui se produisent ici, avec des expositions, avec des conférences, avec des ouvertures assez exceptionnelles aussi, avec des rendez-vous d'exception. Comme quoi, pardon Comme quoi, par exemple, oui. Par exemple, ce week-end, vous pourrez visiter le Moulin Rouge, parce que personne ne sait aujourd'hui, c'est très peu connu. Le Moulin Rouge a 5 maisons avec des savoir-faire, des plumassiers, des bottiers. Et donc, ils ouvrent leurs ateliers pour faire découvrir ces maisons qui font le monde du spectacle. Quel rêve. Et donc, c'est gratuit ? C'est gratuit. Tout le monde peut y accéder ? Tout le monde peut y accéder. Sur certains événements, il faut s'inscrire en ligne, c'est en place limitée. Mais c'est gratuit et c'est ouvert au grand public. Et on a vraiment aussi cette volonté que les jeunes se déplacent. Vous savez, c'est souvent une façon de convaincre leurs parents que c'est une bonne idée. La première question que posent les parents, c'est « Est-ce que vous en vivez aux artisans ?» Et en général, ils répondent « Oui ». Oui, effectivement, c'est drôle parce qu'on parle de ça pour les artisans, alors que quand on leur dit va faire une école de commerce, on ne se pose pas la question. On ne se pose pas la question. Et en plus, ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a un nombre de personnes reconverties. On a plus de 30% des entreprises des métiers d'art qui sont des reconvertis. C'est des personnes entre 35 et 45 ans qui décident d'abandonner leur job, souvent après une école de commerce ou une école d'ingénieur, pour devenir artisans et monter leur boîte ou devenir salarié dans une entreprise. C'est difficile ou pas, les premiers temps ? Oui, c'est difficile parce que déjà, il faut 10 ans pour faire une main. Et donc, quand on a un CAP en 1 an ou en 2 ans, c'est rapide comme formation. Et donc, la formation derrière, le temps de la pratique, il est très important. Et pour exceller dans son métier, il faut bien maîtriser le geste, il faut une dizaine d'années. D'où la nécessité, l'intérêt de rencontrer ces artisans, qu'ils puissent échanger avec vous et vous orienter aussi en fonction de vos désirs, de vos envies, parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on a envie de faire. On sait qu'on a fait faire quelque chose avec nos mains, mais quoi ? Ce n'est pas toujours très clair. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau du Grand JT, Anne-Sophie Duroyon-Chavannes. Vous êtes directrice générale donc, de l'Institut pour les savoir-faire français, et ces fameuses journées européennes des métiers d'art se terminent le 6 avril. Vous l'avez compris, c'est dans toute la France, donc courez-y. Renseignez-vous sur le site et vous allez forcément trouver votre bonheur. Merci à vous. Merci Virginie. On va tout de suite retrouver Guillaume Blanc pour sa chronique.
Aujourd'hui, Guillaume, vous nous parlez d'une nouvelle tendance qui a vu le jour sur TikTok, le French bashing. Les Français moqués. Est-ce étonnant? Une nouvelle fois, non. J'allais dire, est-ce que c'est nouveau vraiment? Pas du tout. Nos habitudes sont mises en avant, nos grèves, notre gastronomie et tous les travers que l'on peut connaître. Et justement, ce sont ces travers en fait qui ont été pointés du doigt par des créateurs de contenu américains sur TikTok. Alors, est-ce que vous connaissez le top 10 des clichés français? Vous les connaissez ou pas du tout? Ah non, pas du tout, je sais pas. Enfin, on est râleur, forcément. Râleur arrive en premier. Ouais. On est sale, selon les Italiens. Oui, on ne s'épile pas non plus. On est mal poli. Alors, on n'a pas que du négatif. On est sophistiqué, chic, galant et romantique. On est sophistiqué, mais on ne s'épile pas. Oui, effectivement. D'accord, bon, très bien. vous essaierez de voir. On est sale. On est petit également. On fume beaucoup. On est trouillard et lâche. Et puis, on n'oublie pas les classiques, hein, la baguette, le béret ou encore le vin. Non, le vin. Le vin, quand même. Bref, des clichés qui nous collent à la peau, vous le savez. Une tendance qui s'est donc propagée, vous le savez aussi, sur les réseaux sociaux assez rapidement. Relayée donc par plusieurs pays européens, par nos voisins, l'Italie, la Belgique ou encore l'Espagne. Ces vidéos, elles cumulent en fait des millions de vues. Et en fond, la musique détournée de Lady Gaga, Bad Romance. On l'embrasse, elle doit être contente que cette musique soit utilisée. L'un de ces vers, en fait, du refrain dit ceci: I don't wanna be friends. C'est-à-dire, je ne veux pas être ton ami, et les internautes ont changé en fait le dernier mot pour donner I don't wanna be French. Je ne veux donc pas être français. Les TikTokers se sont déchaînés contre nos symboles, le pain, donc le fromage, le béret, tout ce qui est typiquement français. Et depuis, la trend a légèrement changé. Les internautes montrent en fait fièrement leur pays, leur culture, leur patrimoine. Regardez ce que ça donne. Alors, vous me remercierez puisque vous aurez la musique toute la soirée ensuite en tête. Mais donc, Belgique, Pays-Bas, Danemark, nombreux sont les pays qui se sont donc emparés de cette tendance. Alors, pour être honnête, et en regardant les dernières vidéos TikTok, ça s'est un peu transformé en ambiance de foot. Hein. Beaucoup mettaient en avant les Espagnols, leurs joueurs et l'équipe nationale, ou encore cette ambiance des Pays-Bas que l'on peut connaître. Donc voilà, ça a légèrement changé, mais on se moque une nouvelle fois de nous. Oui, sauf que les TikTokers français ne se sont pas laissés faire et donc du coup ont publié à leur tour des vidéos où ils répondent à ces attaques. On est là. On est là, nous aussi, les Français, effectivement. Qu'est-ce qu'on a mis en avant? On a mis en avant... Et puis Marseillais, vous, hein? Pas du tout. Pas du tout. Côté Sud, jamais. Mais en tout cas, ils ont mis en avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, la culture, la vie française. Vous allez le voir dans cette vidéo, même l'armée de terre a joué le jeu. Et puis alors, certains internautes ont joué vraiment la carte de l'humour à fond. Vu que ça vient des États-Unis, eh bien les Français ont mis quoi en avant? La carte vitale, puisqu'on sait qu'aux États-Unis, le système de santé est très coûteux. Et d'autres ont joué vraiment la carte des clichés à fond, encore plus. Regardez.
Vous avez ça, vous? Non, parce que je vois des I don't wanna be French, mais on veut pas être américain non plus. Hein. Comment tu veux parler avec un pays qui achète des bidons de lait? Non, mais des bidons de lait. Comment tu peux débattre avec des gens qui ne connaissent même pas une capitale? Enfin, je comprends pas. Comment tu veux parler avec un pays où presque la moitié sont obèses? Bon, là, j'avoue, c'était gratuit. Certes, vous avez la musique, ok, mais le reste, on vous lave. La France vous lave. Faites un débat avec un pays où il peut y avoir un débat, mais pas la France. Alors, est-ce qu'il y a débat ou pas? Je ne sais pas. Bah, lui-même le reprend, on vous lave, il dit. Voilà. Ouais. On dit qu'on est sale, nous, les Français. Bah, nous, on les lave. C'est exactement ça. On est râleurs et on ne se lave pas. Bah oui. Mais on vous lave quand même, les Américains. Vous avez tué votre sortie, excusez-moi. Non, pas du tout. Mais on saluera au passage Gabriel Attal, qui a aussi réagi. On le sait qu'il est très adepte des réseaux sociaux, l'ancien Premier ministre et ministre de l'Éducation nationale. Il a tout simplement publié lui aussi des images des Jeux, de la victoire des Bleus, ou encore d'Inoxtag, des images de la raclette, de la carte vitale, ou encore du Tour de France. Bref, on a fait un pêle-mêle de tout, on a tout pris dans la vidéo de Gabriel Attal pour dire on aime être français. Vive la raclette. Exactement. Exactement. Alors cette tendance anti-française qu'elle a renforcée, justement un sentiment d'unité autour de la raclette. Et pour une fois, oui, complètement, la raclette, ça nous a plu durant l'hiver et ça va encore nous plaire. Et oui, ça a permis justement, selon les mots des influenceurs et des internautes, de dire merci en fait à leurs cousins américains. Merci pourquoi j'ai jamais été aussi française de ma vie, a-t-on pu lire notamment sur X. D'autres ont rajouté, même pendant la Coupe du Monde, on n'était pas aussi patriote. Voilà ce que ça a un petit peu réveillé, on va dire, cette guéguerre numérique, la fierté collective, le côté patriotique. On peut voir aussi beaucoup de drapeaux français sur les commentaires. Bref, c'est une jolie guerre numérique, guerre sur TikTok en toute amitié pour nos voisins et pour... Bah oui, bien sûr, parce qu'on adore les Américains, on ne va pas tout confondre non plus. Évidemment. Merci beaucoup, merci Guillaume. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Éric Challenot, cofondateur de BDC. Vous faites plein de choses chez BDC. Un effort de sensibilisation, de prévention. Vous avez une cible plutôt sur les jeunes. D'abord, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce que vous faites, je veux bien que vous nous présentiez tout ça. Merci. Alors BDC, c'est Become Digital Citizen. C'est la rencontre de deux univers de terrain. La technologie d'une part, avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle entre autres, mais c'est aussi la rencontre avec le terrain pédagogique, des enseignants certifiés, des membres d'équipes de direction, qui face à un constat quotidien de besoins de la part des enfants, des familles et de l'ensemble des acteurs qui gravitent autour du milieu éducatif, se sont dit on va essayer d'être plutôt du côté des solutions que du problème et générer un ensemble de structures, de ressources pour permettre aux enfants de rentrer dans ce monde numérique de façon raisonnée et raisonnable. Quelle a été la réaction de vos parents quand le professionnel leur a dit que vous ne parleriez jamais? Oui, évidemment, ils n'ont pas fait du A, que plutôt la marque qui produit. Parce qu'en plus, le métier a vraiment fait cette annonce de l'étape, si votre fille ne parlera jamais. Maman répond, mais c'est venir qu'être aveugle. Et le médecin lui dit, mais pas du tout, ça veut dire qu'elle ne parlera jamais, ça veut dire qu'il allez la mettre dans un établissement spécialisé. Oui. Donc en plus, vous allez la sortir de votre vie, de votre famille. D'accord. Donc pour eux, ça a été la douche froide. Ça a été la douche froide, et pour autant... Tout de suite, alors, et je pense qu'on le ressent dans votre caractère aussi, on le voit à travers votre parcours et vos histoires, votre carrière, ils se sont dit non. En fait, si, elle va parler. Vous allez voir, elle va parler. En fait, ça c'était le choix de ma mère. Et un choix, en fait, qui a été très décrié par les professionnels. C'est-à-dire qu'ils lui ont dit, mais madame, vous êtes folle, arrêtez de rêver. Et heureusement qu'elle a persévéré, heureusement qu'il y a eu cette mère-là. Parce que sinon, il ne serait pas du tout là où je suis aujourd'hui. La sexualité, c'est un petit peu le seul sujet où on n'en parle qu'une seule fois. Donc l'idée de la grande conversation qu'on doit avoir. Et je donne un exemple, si on faisait ça avec d'autres sujets, par exemple l'apprentissage à la conduite, ça veut dire qu'on aurait une seule grande conversation sur la conduite qui se passerait peut-être 17 à 18 ans. On leur donnerait les clés en disant, écoute, débrouille-toi, mais oublie pas de mettre ta ceinture, donc l'équivalent un petit peu de mettre le préservatif. Et ce jeune n'aura jamais vu de voiture, entendu, aucune idée. Peut-être que la seule chose qu'il aura vu, c'est des choses, des jeux vidéo de voiture. On le ferait jamais. Oui, il aura joué à GTA ou je ne sais pas quoi. Voilà, ce serait un danger complet. Ce serait un accident garanti. Et vous dites pour la sexualité, c'est ce qu'on fait. Mais c'est ça, c'est que finalement on attend, on a une grande conversation à la fin. Et l'idée, c'est que, comme pour la conduite, alors non, on ne met pas un enfant de 3 ans derrière le volant, on est d'accord. Mais depuis la petite enfance, on met la ceinture.
Si on a une voiture, l'enfant va voir, on s'arrête au feu rouge, on s'arrête au stop. Il y a un petit peu quand même une idée du code. On peut lui expliquer les panneaux. On explique avec les ça. canaux, c'est ça. Il va absorber aussi la sécurité routière finalement. Donc on met les bases de sécurité routière. En grandissant, on va apprendre le code, on a la conduite accompagnée, tout ça avant de pouvoir prendre le volant. Là, c'est la même chose. La sexualité, c'est pas qu'on va expliquer comment mettre une capote à 3 ans. Mais on va mettre les bases de la sécurité, du corps, du bien-être, de comment ça fonctionne. Et au fur et à mesure, on va apprendre de plus en plus de choses jusqu'à ce qu'on soit prêt peut-être à découvrir son intimité avec une autre personne. Il y a encore un peu de boulot à faire et vous vous y attelez, en touchant principalement la cible des 10-13 ans. Pourquoi cette cible-là? C'est à ce moment-là que tout se joue? Alors la cible des 10-13 ans, parce que cette cible-là, c'est souvent l'entrée dans le monde du numérique. Une dotation qui a tendance à être de plus en plus précoce. On a des chiffres qui nous arrivent d'un peu partout. Mais c'est une génération qui souvent, lorsqu'elle rentre au collège, c'est le fameux portable en 6e. Mais c'est aussi des usages dans le cadre du milieu scolaire, péri ou extrascolaire, qui s'intensifient pour faire des recherches. On va sur Internet. Donc quand on cumule l'ensemble de ces outils, on se retrouve avec des générations entières qui sont exposées au numérique et à tous ces dangers, ces risques, ces écueils, mais aussi à toutes ces opportunités. Et donc c'est autour de toutes ces possibilités que BDC interagit. Alors comment justement concrètement ça se passe? Vous les accompagnez dans la lutte contre le cyberharcèlement, la prévention, la sensibilisation. Comment en tant qu'utilisateur aujourd'hui je peux utiliser BDC? Alors nous sommes venus interagir sur des facteurs et des phénomènes centraux autour desquels les jeunes sont impliqués de façon hebdomadaire, quotidienne. Alors on parle de cyberharcèlement, on parle de décrypter l'information, de données personnelles et d'identité numérique. On va aussi leur parler de réseaux sociaux, d'éco-responsabilité. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une ligne pédagogique qui invite les jeunes, bien sûr, à prendre connaissance de certains mécanismes, mais aussi à s'interroger sur leurs pratiques au quotidien. On leur soumet des dilemmes, etc. Et ils vont venir, à travers un parcours ludique et gamifié, pouvoir interagir avec ces notions fondamentales pour disposer d'une base nécessaire pour rentrer dans ce monde numérique de façon convenable. Vous dites que votre vocation d'avocate est née d'un sentiment d'injustice. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Parce que quand on est différent, on renvoie notre différence. Et c'est vrai que j'avais le sentiment que j'étais normalement au pays des droits de l'homme avec cette notion de fraternité, d'égalité. Et je ne la constatais pas au quotidien. Et j'avais même l'impression que plus on était vulnérable, plus on essayait de nous enfoncer, plus on tombait au fait de l'élan, de l'oubli, de la différence. Or, c'est nous qui souffrions le plus. Et vraiment, ça, pour moi, c'était incompréhensible. Donc, ça a généré beaucoup de colère en moi. Alors, parmi ces conseils concrets, par exemple, répondre sans jugement aux enfants. Ça, c'est aussi fondamental. Ça fait partie de la sexualité positive, ça aussi, en tout cas de la parentalité positive. C'est ça, c'est qu'on va ouvrir les questions, parce que de nouveau, si on dit « mais pourquoi est-ce que tu dis ça, c'est dégoûtant, où est-ce que tu as entendu ce mot-là » il y a un risque que l'enfant ne vienne plus nous voir. Donc si l'enfant vient nous poser des questions, ce qu'ils font beaucoup quand ils sont petits, d'accueillir la question, même si on n'a pas forcément la réponse et que c'est pas le bon moment. Et dans ce cas-là, on lui dit pas « on verra ça quand tu seras plus grand ». Voilà, parce Pourquoi on lui dit pas ça d'ailleurs? Parce que l'enfant, il a une question, il va aller chercher la réponse. Et si c'est pas chez nous, ça va être dans la cour de récréation, ça va être maintenant, on a aussi on a un sur Internet dès qu'il grandit un peu. Et puis ça va être d'entendre des choses. C'est que l'enfant, il a une curiosité. Alors ce qu'on peut faire éventuellement, c'est de demander à l'enfant ce qu'il connaît. Parce que parfois, ça nous donne des pistes aussi. Si c'est la question bateau de comment est-ce qu'on fait les bébés, par exemple. Pourquoi est-ce que tu poses la question maintenant? Alors, on va demander, toi, comment est-ce que tu penses que ça fonctionne? Et c'est super parce que déjà, ça peut nous donner des indications sur ce que l'enfant a peut-être entendu, d'où est-ce qu'il a été chercher ces informations jusqu'à présent, et puis on va pouvoir venir compléter. Et le cas échéant, s'il a la bonne réponse, c'est tout à fait valorisant pour lui aussi. Voilà. C'est la fin de ce grand JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. On vous retrouve demain sur ce plateau. Tout à fait, avec une raclette. Ah ben évidemment, c'est ce que j'allais vous dire. Merci beaucoup, fier d'être français. Plus que tout. Merci à toute l'équipe également en régie, Romain Luc à la réalisation, Laure Audemont au maquillage, Héloïse Merlin au son, Emma Ferret et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée à tous et à demain. Ciao.